C'est toujours l'une des soirées les plus attendues de la saison pour les fans NBA, pour les franchises aussi. La draft NBA a eu lieu la nuit dernière à New York. C'était bien à New York, Shai? Toujours à New York, Ouais. effectivement. Le jour Ça a changé des fois. où ça Mais déménage ça... dans le Cantal, je te le dirai, t'inquiète. Magnifique. Sans surprise, les Dallas Mavericks ont évidemment drafté Cooper Flag en première position. 3 joueurs français ont été draftés au premier tour. On va revenir sur tout ça, sur les différents picks, les éventuelles surprises, les potentiels steals. Déjà, Shai, qu'est-ce que tu retiens d'abord de cette draft? Je sais que tu l'as regardé en direct. Ouais, je regarde en direct. Qu'est-ce que je retiens? Il y avait les petites intrigues, un peu les quelques trucs dont on n'était pas encore sûr. On savait que Cooper Flag serait pris en numéro 1. On savait maintenant que Dylan Harper serait pris en numéro 2 par les Spurs. Il y avait l'interrogation autour de Philadelphie un peu. On se doutait que VJ Edgecombe serait pris. C'est ce qui a été le cas. Je sais que c'est le joueur que je préfère dans cette draft après Flag, donc j'étais content. Et en même temps, on sait qu'il y a eu des tractations. Ils réfléchissaient à un trade possible autour de ce pick 3. Pour l'instant, ils l'ont gardé. Et puis après, il y avait le mystère Ace Bailey. J'étais très curieux de voir où il allait atterrir, jusqu'où il allait glisser. Et il y avait cette stratégie qu'il avait plus ou moins mise en place parce qu'il visait être 2-3 équipes qui n'étaient pas dans le range 2, 3, 4. Et ça a failli porter ses fruits. Il a failli porter le maillot des Wizards, des Pelicans ou des Nets. Mais il y a un homme du nom de Danny Ainge qui est arrivé et qui a dit minute mon coco, j'en ai rien à secouer que tu veuilles pas jouer à Salt Lake City. Moi, je joue la value, t'es probablement le joueur le plus talentueux qui reste, très probablement. On va essayer de faire de toi quelque chose de sympa. Et du coup, Ace Bailey arrive à Utah où il va pouvoir, à mon avis, dans un groupe jeune comme celui-là, prendre 40 tirs par match et se faire plaisir. On va voir un peu ce qu'il a dans le coffre. Je te propose qu'on fasse pick par pick sur les 5 premiers et qu'après qu'on parle éventuellement de surprises des Français, etc. Donc le premier, Dallas, pioché en 1, pas de surprise. Cooper Flag, Nico Harrison qui s'est montré dithyrambique sur Flag. Tu as écrit un article sur lui sur Basket Session. Il est la nouvelle direction de la franchise. Il est la lueur d'espoir pour une fanbase qui se détachait de son équipe. Une grande partie de la fanbase se détachait. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé des Mavs. On a déjà beaucoup parlé de Cooper Flag aux Mavs parce qu'on se doutait qu'il n'y aurait pas de trade. C'était absolument évident. Moi, je continue de penser que c'est une très bonne situation pour lui d'arriver à Dallas. Il va être dans une équipe compétitive. Il va quand même avoir la balle en main. Il va quand même être un playmaker. Et en même temps, c'est plus facile de faire les bonnes lectures quand tu as des bons joueurs autour. Il ne sera pas non plus tout le temps utilisé avec la balle. Il pourra être utilisé sans le ballon, notamment si les Mavs trouvent un arrière porteur de ballon, ce qui, j'imagine, est l'objectif là, en attendant le retour de Kyrie Irving. Bref, je pense que c'est un mariage potentiellement très intéressant. C'est presque même plus intéressant d'un point de vue développement pour lui de commencer sans Kyrie, je pense. C'est peut-être qu'ils vont l'utiliser avec la balle plus entre les mains. Et l'équipe, à la fois l'équipe est suffisamment compétitive. Ils vont pouvoir aligner des 5 avec Anthony Davis, Gafford, lui, et après autour on verra. Mais une équipe relativement compétitive et dans laquelle il va pouvoir avoir des responsabilités. Les gens, malgré l'aigreur qu'ils peuvent ressentir encore contre Nico Harrison, vont, je pense, tolérer une saison moyenne ou de transition jusqu'à ce que Kyrie Irving revienne. Et là, peut-être que Flag aura pris un peu d'expérience et sera déjà prêt à passer la vitesse supérieure. Mais oui, en soi, c'est une bonne situation. C'est pas celle. On est très content pour les fans des Mavs qui sont passés du désespoir le plus total en quelques semaines à la lueur d'espoir. Moi, dans tous les cas, je pense qu'il serait imposé partout, qu'il aurait été bon partout. Donc, au final, qu'importe la destination, et pour lui, c'est peut-être bien quand même d'être dans un endroit relativement compétitif. Les Spurs en 2, pareil, pas de surprise. Dylan Harper. Je me souviens, il y a plusieurs mois, quand on faisait des prédictions sur l'année 2025, j'avais écrit quelque chose du genre « L'équipe qui va drafter en 2 sera très heureuse ». Et je pense sincèrement que les Spurs sont très heureux. Avec Dylan Harper, c'est simple. Essayer de donner un peu de contexte ou faire fantasmer un peu les fans des Spurs. Dylan Harper, les comparaisons qui reviennent le plus souvent et qui semblent assez réalistes, c'est James Harden du Thunder, donc pas un MVP, je précise. James Harden du Thunder, pas un MVP, mais un mec qui défend. James Harden du Thunder, Kate Cunningham. Est-ce que tu imagines San Antonio dans 5 ans, si à côté de Victor Wembanyama, il y a Kate Cunningham? Ça, c'est peut-être ce qui va arriver pour San Antonio avec la draft de Dylan Harper.
Avant ça, il y a des interrogations que je partage toujours, pas sur le talent du garçon, pas sur le pédigré. On sait que c'est le fils de Ron Harper. Les gens qui ont grandi dans des contextes de famille NBA, je parle pas de légende NBA parce que là, c'est même pas la peine. C'est trop écrasant. Tu peux aspirer à une carrière et compliquée. Mais Ron Harper, c'était un très, très, très bon joueur, mais dont la notoriété aujourd'hui est un peu disparue. Enfin, les trois quarts des gens qui suivent depuis peu de temps savent pas qui est Ron Harper. Je pense qu'il a un pédigré super intéressant. Il a tout ce que tu as dit offensivement. C'est très, très complet. C'est un beau joueur. Je me pose juste des questions sur à San Antonio, comment tout ça va se goupiller avec De'Aaron Fox, avec Stephen Castle, Darius Vassell. Il y aura peut-être des changements en cours de route. Je demande à voir. Je suis pas sceptique, mais je me demande. Pour moi, c'est pas encore du garanti que dans 5 ans, il est la tête de gondole, l'une des têtes de gondole du projet. C'est l'objectif, clairement, et il croit en lui parce qu'il n'y a plus aucun suspense sur le fait qu'ils allaient le choisir. Mais je demande à voir. On aurait pu dire exactement la même chose sur Stephen Castle 1 an en arrière parce qu'il est arrivé dans un backcourt où il y avait déjà Chris Paul, Devin Vassell, etc. Au final, Castle, il s'est imposé comme le rookie de l'année. Il est le joueur que tu n'avais pas envie de trader pour Kevin Durant si tu es San Antonio. C'est un joueur où tu te dis déjà aujourd'hui, après 1 an, tu te dis Castle, il va faire partir de l'avenir des Spurs. Et Harper, il est quand même vraiment plus talentueux que Castle. Donc à partir de là, c'est quand même, tu vois, il a les qualités, bien sûr qu'il y a des interrogations, mais il y a des interrogations sur tous les choix de cette draft. Même Cooper Flagg, il y a des interrogations. Cooper Flagg, aujourd'hui, il est présenté comme une superstar. On ne sait pas encore s'il peut avoir un pull-up jumper. On ne sait pas encore ce que ça peut donner pour créer balle en main, etc. Alors évidemment, il a de la taille, c'est différent, Cooper Flagg. On est sur encore un autre oiseau, quoi. Mais Dylan Harper, bien sûr, il y a des faiblesses, mais ça reste sur le profil, en fait, sur le profil de joueur. Tu te dis, mais c'est parfait pour Wembanyama, en fait. Il faut un mec qui puisse porter la balle. Et il n'y a pas un prospect dans cette draft qui peut porter la balle mieux que Dylan Harper. Sur le potentiel, il n'y a pas un prospect. Même tu regardes tous les mecs en dessous, les Bailey, les Trey Johnson, les Edgecombe, tout ça, ce n'est pas des mecs qui pourront être capables, même dans le meilleur des scénarios, d'être un James Harden. Je ne dis pas qu'Harper sera un James Harden, mais d'être un mec qui lead une attaque, qui est vraiment le meneur d'une attaque en NBA. Dylan Harper, ça ne veut pas dire qu'il le sera, mais par contre, il a le potentiel pour l'être. Il a le potentiel pour l'être, il a de la taille et en fait, il va avoir du temps de jeu quand même parce qu'il fait 1m98. C'est un meneur d'1m98. Il est plus grand que chez Gilgeous-Alexander. Sachant qu'il a de l'envergure. C'est un mec qui va pouvoir jouer aux côtés de Fox, aux côtés de Castle. Les trois vont pouvoir jouer ensemble par moment. Bien sûr, il sera un peu comme Castle, notamment en début de saison dernière. Il n'aura pas toutes les opportunités. Par exemple, Dylan Harper, ça peut être compliqué pour lui d'être Roy. Alors que s'il arrive à Washington, il serait direct peut-être en 26-6, peut-être qu'il serait Roy en fait. On pensait que ce serait compliqué aussi pour Castle d'être Roy. Hein, et au final, il a quand même été Roy. Pour appuyer ce que tu viens de dire, je disais presque la même chose au moment où Castle est arrivé. Je disais, je demande à voir. Le joueur, moi, je l'avais bien aimé à Connecticut à UConn sur sa seule saison. Mais c'est plus, je demandais à voir comment ça se passerait dans l'effectif. Alors, il y a eu des circonstances qui ont peut-être favorisé sur la fin de saison, l'absence de Victor, le fait qu'il était plus mis en avant. Et donc, je demande à voir pareil pour Dylan Harper, mais sans être pessimiste. Hein, vraiment, j'ai pas un optimisme BA, peut-être parce que je me laisse un poil orienté par mon affection pour le pick numéro 3 dont on parlera après. Mais oui, c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça et que ça s'articule très très bien. J'ai pas trop de doute là-dessus. Après, évidemment, ce qui est sûr, c'est qu'il n'aura pas 30 minutes par match, Dylan Harper. Sauf blessure, il n'y aura pas 30 minutes par match. Ça peut être une progression plus silencieuse, plus dans la durée, mais les Spurs savent faire ça. Donc même pour lui, en fait, c'est parfait. C'est quelqu'un à qui je pense on va donner petit à petit des doses de « Ok, là, concentre-toi d'abord sur ça, puis maintenant ça, puis maintenant ça. » Après, à voir comment ça se goupille, évidemment, il n'y a pas de certitude. Pick numéro 3, tu l'as dit, les Sixers. Je vais dans le même sens que toi, je pense on fait le bon choix en prenant Vigie, Edgecombe. Déjà, les Sixers ont fait le bon choix en ne transférant pas ce pick et en mise. Donc, il y avait cette question finalement. Pour Philly, est-ce que tu te sers du pick pour envoyer Paul George ailleurs? Est-ce que tu te sers du pick pour, à l'inverse, faire venir un joueur de qualité de plus en te disant on va encore essayer de partir pour le titre avec Embiid, George et Maxey? Ou est-ce que tu te sers du pick pour vraiment complètement préparer ton avenir en essayant de prendre un talent super prometteur que tu vas ajouter à Maxey? Là, dans le cas, je pense, ça aurait été Ace Bailey. Je trouve qu'ils ont fait le meilleur compromis en prenant un joueur prometteur, jeune,
capable d'incarner l'avenir et capable aussi de les aider maintenant avec Edgecombe. Ouais, alors Philadelphie, j'ai aucune idée de ce dont seront capables les Sixers. Je veux dire, ça va dépendre tellement de la santé d'Embiid, de Paul George, donc si les deux sont toujours là à la rentrée, ce qui semble être le cas. Par contre, si je me concentre seulement sur le court terme et le moyen terme et le long terme, pardon, j'aime beaucoup ce choix parce que déjà pour lui, parce que tu arrives et tu as une opportunité d'être compétitif à l'Est avec Philadelphie. Je pense qu'il aura du temps de jeu parce qu'il apporte des garanties défensives excellentes. C'est un super athlète. Il est pas du tout maladroit en attaque. En tout cas, en transition, c'est très intéressant. Il va progresser au shoot et dans la création, je pense. Donc j'aime le fait qu'il soit arrivé là-bas. Et j'aime que du coup, il puisse grandir peut-être avec Maxey et Jared McCain, ça fasse un trio comme ça, qui soit plutôt prometteur pour l'avenir pour les Sixers. Même si Embiid dit j'en ai marre, ou que les Sixers disent j'en ai marre parce que tu vas jouer 25 matchs dans la saison, parce que Paul George n'arrive pas, que ça fonctionne pas, qu'il le trade. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives réjouissantes, je trouve, pour Philadelphie. Et là, ces trois bons joueurs, Maxey, c'est un All-Star. Jared McCain aurait probablement, je pense, été rookie de l'année ou pas très loin si s'était pas blessé, qu'il avait continué sur sa dynamique. Le mec mettait des matchs à 30 points quand même. Et Edgecombe, pour moi, il a un potentiel two-way player élite dans 5, 6, 7 ans. All-Star aussi, à mon avis. Donc c'est plutôt bien pour le moyen et long terme, ce qui n'était pas évident pour Philadelphie. Je vais te taquiner, j'aime bien te taquiner, Shai. Pourquoi tu parles pas d'embouteillage? Il y a Maxey et McCain sur son poste. Parce que je pense que... Quelle est la différence avec Fox Castle? Oui, c'est vrai, mais parce que McCain, peut-être quand il aura besoin de un peu de temps pour revenir, parce que même si Edgecombe est peut-être pas titulaire, je pense qu'il aura du temps de jeu aussi, Oui, parce que c'est une situation différente, c'est à l'Est, parce qu'il y a peut-être pas les mêmes attentes, je sais pas, ou peut-être parce que je suis malhonnête et que je préfère VJ Edgecombe à Dylan Harper tout simplement, mais voilà. Non, mais je te taquine juste. Moi, je pense aussi que c'est quand même un joueur très intéressant. Je pense pour les Sixers, il y a des raisons d'être content d'avoir pris Edgecombe, notamment du fait qu'il y ait déjà Maxey, Paul George et Embiid à côté. Je pense qu'Edgecombe aujourd'hui, il n'y a pas encore la capacité pleinement. Par exemple, il aurait été à Utah, bah oui, il aurait progressé, mais ça aurait sans doute été très laborieux. Genre, il aurait mis des points, mais en étant maladroit. Alors que là, à mon avis, Edgecombe, il n'a pas besoin forcément de se créer son tir. Et en même temps, j'espère qu'ils le mettront quand même de temps en temps dans des situations où il peut progresser là-dessus. Mais par contre, voilà, en transition, il va courir, il va cavaler, il va aller mettre des dunks. S'il arrive à jouer sans le ballon, ce qui n'est pas encore l'un de ses points forts, mais s'il apprend à jouer bien sans le ballon, il peut profiter des coupes de Maxey, il peut profiter de la présence de Joel Embiid, etc. Du coup, il peut quand même aller mettre quelques points, tu vois, en étant un peu plus efficace et apprendre aux côtés de bons joueurs. Donc, je pense aussi qu'il y a une situation intéressante. On peut passer au pick 4. Moi, je suis un peu plus circonspect. Ouais. C'est Con Knuppel qui est pris par les Hornets. Alors, je suis circonspect, façon de parler. J'ai toujours un peu de mal avec les gros spécialistes du tir qui sont pris très 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 haut. Et c'est le cas de Knuppel qui était un coéquipier de Cooper Flag à Duke, qui est un gros scoreur qui, au niveau du fit, peut peut-être coller avec les Hornets. C'est juste sur pick 4, mais au niveau du fit, ça peut être intéressant. Ouais, pris peut-être un poil plus haut que ce qu'on imaginait, mais il n'y a pas que du shoot, c'est ça qui est intéressant. Alors, pour la prononciation, on va s'amémuser, parce qu'entre ce que vont prononcer les Américains et ce que nous... Non, mais moi je disais Knuppel il n'y a pas longtemps non plus, apparemment c'est Knuppel, tu vois. Knuppel, ok. Bon, on verra, on avisera. Comme Knunt, quoi. En tout cas, et c'est marrant parce que toute sa famille, je sais pas, ils étaient 15 et ils avaient tous un prénom en K, un peu comme les Corveurs à l'époque. Ça mis de côté, je trouve que c'est pas mal pour Charlotte. J'aurais été amusé de voir Ace Bailey dans le bazar qu'auraient été les Hornets avec, comme on l'avait dit lors de la preview, avec Brandon Miller et LaMelo Ball. Bon, je pense que ça aurait été amusant comme expérience, mais c'est un garçon qui a pas que l'attaque, c'est un très très gros combattant, il s'arrache sur les ballons, il est très très combatif tout simplement. Et ça peut faire du bien, ça peut faire du bien à Charlotte. Ça peut être une bonne surprise, un mec qui aura du temps de jeu, qui s'adapte facilement. C'était pas le premier rôle à Duke, mais quand Cooper Flag était pas là, il a porté l'équipe sur ses épaules sans aucun souci. Je pense que ce serait pas étonnant de le voir dans une All-Rookie Team, par exemple, même si je l'attendais un poil plus bas. Moi, je l'avais mis en 6, tu vois, dans la mock draft. Mais plutôt bonne pioche, plutôt pioche intéressante, je trouve, pour Charlotte. Là aussi, je demande à voir, je suis curieux, mais je trouve que c'est plutôt bien.
Lui et Brandon Miller, j'aime bien cette association en fait. Surtout si Knuppel, comment tu as dit que c'était déjà? Ouais, les Knuppel, Américains disent Knuppel. ouais, surtout si Knuppel, impossible que je l'appelle comme ça, je Pas vous le grave. dis tout de suite. Surtout si Knuppel montre effectivement des capacités à défendre, à avoir un ressenti sur le jeu, mais lui et Miller, ça m'intrigue. Je sais toujours pas quoi penser de la Melo Ball. Bon, de toute façon, ils vont commencer avec lui. Mais voilà, Charlotte, de toute façon, on sait qu'il y a un nouvel encadrement, une nouvelle équipe dirigeante et que petit à petit, ça tend à se stabiliser. Après, voilà, à voir sur la durée et voir qu'est-ce qu'ils font justement de la Melo Ball. On peut passer au pick 5. Après, on accélérera sur le 5. Donc, le Jazz a pris Ace Bailey. Ce qui est très intéressant, c'est comme tu l'avais dit, ça faisait pas partie des équipes où il voulait jouer. Il l'a même pas caché d'ailleurs en interview Ouais, après. C'est ça qui est fou. Il y a tout de suite des rumeurs des infos qui sont arrivées sur ouais, c'était pas forcément là où il avait envie d'atterrir, Salt Lake City. Pas l'air forcément attiré par l'Utah. Il l'a pas caché en interview. Il a dit ouais, bah moi je contrôle ce que je peux ressentir et sous-entendu le Jazz, ils contrôlent ce qu'ils font. Le Jazz n'a pas hésité et je comprends Danny Ainge parce que en fait le problème du Jazz en piochant 5 et avec les ratés sur la loterie ou la malchance sur la loterie, c'est que Utah a plein de jeunes mais n'a pas le mec où tu te dis demain c'est le futur de la franchise. Et Bailey derrière Flagg et Harper était quand même celui qui était étiqueté potentiel franchise player un jour. Ouais. Il y a beaucoup de si. Mais voilà, si tu es Utah, tu te dis bah autant tenter quoi. Peut-être que ça sera notre superstar, peut-être que 4 équipes ont laissé passer, enfin 3 on va dire quand même les Mavs, faut pas abuser, que 3 équipes ont laissé passer un futur All-Star et je comprends le pari, c'est quand même un mec qui fait 6-8, ça fait quoi, c'est 2m6 de Ouais, alors ça, et la du taille, talent qui score. la taille a été un peu revue à la baisse après le combine. Je murmure qu'il fait plutôt 3-4 cm de moins, mais bon, ça n'enlève rien à son talent. Hein, mais il y a tellement de zones d'ombre autour de lui que c'était déjà très curieux qu'il veuille un peu choisir où il veut aller. Enfin, ça se fait plus, ces choses-là. Normalement, tu es content d'arriver dans une situation où tu vas être coaché par un coach NBA, l'équipe a peut-être son soin autour de toi. Enfin, moi, ça m'avait pas mal agacé. Je pense que Daniel, il s'est dit, mais mec, t'es qui pour dire où t'as envie d'aller? Je vais te mettre là, on va voir un peu de quoi t'es fait. Avec Will Hardy, c'est peut-être le meilleur coach qu'il pouvait avoir là dans le range d'équipe qui était apporté. Will Hardy, c'est un super coach. Ils l'ont prolongé, je crois, jusqu'en 2031. Alors, il va peut-être avoir quelques mots de tête avec lui, hein, on ne sait pas, on verra. Mais moi, je trouve que ça va être un bon révélateur de voir comment il va se comporter au sein du Jazz, où c'est un groupe de jeunes qui se comportent bien, qui progressent aussi d'année en année. Il y a pas, il cherche, enfin, tu vois, du point de vue de Ainge, il cherche aussi le visage du projet. Hein, ils l'ont pas encore trouvé. Ils ont toujours pas le gars qui nous fait dire le Jazz dans 2, 3, 4 ans, c'est bon. Donc, il se dit pourquoi pas tenter le pari Bailey. Si ça fonctionne pas, on pourra le rediriger ailleurs très certainement parce que il y a des équipes qui seront intéressées par son profil. Offensivement, c'est très très bon, c'est très talentueux. Après, est-ce qu'il pourra progresser sur le reste? Là, ça va être aussi le boulot de Will Hardy. Pourquoi pas ça m'intéresse de voir comment il va se comporter là-bas, comment il va chercher à se développer. Donc ouais, c'est pas mal. Les Wizards doivent être un peu dégoûtés parce qu'ils le voulaient bien, par contre. Hein. Mais c'est marrant, j'allais te dire, je veux bien quand même parler du pick 6 parce que je trouve que c'est bien en fait pour Washington. Alors, je sais pas, je compare pas par rapport à Bailey, mais Trey Johnson en 6. Oui, c'est très bien. Pareil, à Washington, il n'y a pas forcément de tête du projet de manière, en tout cas sur l'aspect offensif. J'imagine que du coup, Ace Bailey, oui, effectivement, il le voulait bien, mais Trey Johnson, c'est quand même un sacré scoreur, sacré shooter, sacré scoreur. Ça peut très bien coller avec Washington. C'est finalement, ça peut être un potentiel très bon complément d'Alex Sarr et éventuellement de Bilal Koulibaly. Puis c'est mieux que Bailey. Bailey qui a un profil un peu clivant, on va dire, pour être gentil. Tu mets ça aux Wizards qui sont peut-être pas taillés pour gérer des cas. Enfin, ils n'ont pas brillé par le passé dans la gestion des cas compliqués. Je pense que c'est très bien qu'ils récupèrent un mec qui est solide. Trey Johnson, c'est un sharpshooter, très bon attaquant. Il sait faire plein de choses. Je pense que et puis bon, il a des gros coups de chaud offensifs aussi, donc ça plaira aussi aux fans, je pense. Non, c'est bien. Je suis content pour les Wizards. Je suis content qu'ils aient pas pris S. Bailey finalement, tu vois. En tout cas, moi, franchement, ça fait partie de mes joueurs que j'aime bien dans la draft, là, Trey Johnson. Je trouve très élégant. Et c'est le genre de sleeper All-Star, en fait. De mec, il y a des scénarios où ce gars-là termine All-Star. C'est pas forcément le scénario le plus crédible, tu vois.
Souvent, c'est plus un gros scoreur et pas forcément All-Star, mais il y a un scénario où Trey Johnson, un jour, il devient All-Star s'il prend du gab, finit mieux près du cercle, s'il apprend à finir mieux près du cercle, etc. Il y a moyen que ce soit un gros attaquant qui termine All-Star. Je propose qu'on accélère sur les potentiels styles, etc. Ouais. Moi, je veux te parler, je vais d'abord te lancer sur ça, sur une équipe qui, selon moi, s'est plantée. Et c'est les Pelicans. Pas forcément pour le pick 7, parce que je ne connais pas assez Jeremiah Fears. Pourquoi pas, à la limite, qui est pris en 7. Ouais. Et pas tant pour Derrick Queen en lui-même, qui je crois que tu l'aimes bien, je crois que c'est un bon joueur. J'aime beaucoup. C'est pour tout ce qui est payé. Donc, les Pelicans, ils viennent de prendre Fears et Queen en 7 et 13. Par contre, ce pick 13, pour aller le chercher, ils ont lâché des sacrés picks. Ouais. Parce que d'abord, c'est un pick. Ils ont d'abord récupéré le pick 23 des Pacers, pardon. Le pick 23 des Pacers. Ce pick des Pacers, alors ils ne pouvaient pas le savoir à l'époque, mais ils ont rendu aux Pacers leur prochain tour de draft. Et c'était un tour de draft qui est protégé que 1 à 4. Évidemment, on ne savait pas encore que Tyrese Haliburton allait se blesser. Mais là, quand tu penses à la saison prochaine, tu te dis, ce tour de draft, il peut être intéressant. Ils ont lâché ce tour de draft pour un 23e choix. Rien d'extraordinaire. Ce 23e choix, ils s'en sont servis pour monter en 13 à Atlanta. Et c'est là, Atlanta, pour moi, a fait preuve de génie. Sauf qu'ils n'ont pas juste lâché le 23 pour monter en 13. Ils ont donné, et c'est un pick qui peut valoir de l'or. Le premier tour. Ils ont donné le premier tour 2026, qui sera le mieux placé entre celui des Pelicans et des Bucks. Donc l'an prochain, les Hawks, ils auront le tour de draft le mieux placé entre celui des Pelicans et des Bucks. Il y a un scénario où ce n'est pas un tour de draft si important que ça, mais les Pelicans, on sent qu'il y a une reconstruction. Ils ont fait un trade pour Jordan Poole en sacrifiant CJ McCollum. Ils sont typiquement dans la jeunesse, là, Jeremiah Fears, Derrick Queen, etc. Et les Bucks, si jamais il est non protégé, celui des Bucks. Ouais. Alors, c'est pour ça que je pense que les Bucks, de toute façon, ne vont pas reconstruire. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de trade de Giannis Antetokounmpo. Mais si jamais les Bucks venaient à reconstruire, il pourrait y avoir un pic non protégé des Bucks qui revient à Atlanta. Et tout ça, donc, pour Derrick Queen, pris en 13, potentiel joueur intéressant, mais qui joue sur le poste de Zion Williamson. Donc, tu vois, c'est bien si Zion, il n'est pas là, mais il y a quand même beaucoup d'interrogations aussi. Pivot un peu sous-dimensionné. Voilà. Derrick Queen, le choix de Derrick Queen en lui-même, je le trouve très bien. Dans ma mock draft, je l'avais mis en 7, tu vois, aux Pelicans. Donc, le fit me plaît bien. Gros potentiel en attaque, il fait plein de bonnes choses. Par contre, oui, le prix, j'ai pas trop compris en sachant les implications que ça pouvait avoir. Parce que même Milwaukee, en soi, ça peut partir en vrille. La NBA, ça va très vite. Hein. Donc, c'est très, très cher pour un joueur qui est bon, qui est intéressant. Mais je sais pas si j'aurais pris ce risque-là, personnellement, de mettre aussi cher en jeu pour le récupérer, tu vois. Et Jeremiah Fears, c'est très bien. C'est un joueur dynamique, punchy, fort en attaque. C'est cool, mais pareil, ça change pas le visage de ton équipe totalement. Enfin, ça change pas forcément le potentiel. Donc, oui, les Pelicans, c'était pas hyper emballant. Ils étaient frustrés de pas avoir pu être plus haut après la loterie et ils ont tenté des choses qui ne seront peut-être pas payantes, malheureusement. Avec toujours l'interrogation autour de Zion. Enfin, on sait pas. C'est toujours est-ce que ton équipe elle sera compétitive? Si Zion fait toute la saison, il y a des chances. Sinon, non. C'est ce qui me fait peur. Pareil, je regarde la taille. Je vois Jeremiah Fears, 6'3". Donc, quand même, c'est pas très grand, quoi. Il fait ma taille. Tu vois, ils ont déjà Jordan Poole. Il y a déjà Dejounte Murray. C'est délicat. C'est délicat d'aller faire marquer. Et je vois Derrick Queen. Je regarde le profil. Hein. Je ne le connais pas, moi, le joueur. Donc, c'est purement. Mais tu vois, 6'9", donc il est undersized. Il peut pas étirer les lignes, ce qui est très important si tu veux jouer avec Zion. Tu peux pas avoir un autre mec qui est dans la peinture et qui manque de taille. Zion, il manque de taille pour son poste. Et là, alors après, il joue un peu plus grand que sa taille, Zion, mais il manque de taille pour son poste et tu ajoutes un autre mec. C'est quand même théoriquement difficile. Et sachant qu'en plus, il ne peut pas étirer les lignes, donc tu ne peux pas le faire. Il y a déjà des gros problèmes de spacing. Tu as Dejounte Murray, tu as Zion Williamson. C'est compliqué. Juste je lis le profil, je me dis, ouf, attention quand même. Oui, non, bien sûr. Mais non, mais après, par contre, il a vraiment beaucoup de talent. Enfin, il a parfois, il a des qualités d'arrière dans un corps de grand, tu vois. Il sait faire plein de choses. Peut-être qu'on se dira, ouais, quelle magnifique pioche. Mais après, est-ce qu'ils auront quand même pas trop misé
pour ça. Je sais pas si c'est le joueur phare de ton projet. Mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tu vois, je l'avais même mis beaucoup plus haut, 1-7. Après, ça peut être problématique que si au final tu finis par lâcher un très haut pic. Si tu lâches un pic 12 l'an prochain, bon bah tu as lâché un 12 pour récupérer un 13. Si Derrick Queen il est très fort, bah tu vois, tu t'en fiches. Donc effectivement, c'est un peu le truc. En tout cas, je pense que Atlanta a fait un move qui valait le coup. Allez, est-ce que tu vois des styles potentiels ou des trucs qui t'ont déçu ou qui t'ont surpris? J'ai été surpris par. Alors, je ne vais pas dire déçu parce que j'étais plus surpris qu'autre chose. La draft des Nets est très curieuse. Ils avaient 5 picks. C'est la première fois qu'il y a Première équipe, ouais. Voilà. Pardon, vas-y. Ils ont pris que des meneurs dans un premier temps, dont Nolan Traoré. Alors là, je suis très content parce que à nouveau dans la mock, j'avais mis que je pense que c'était un très bon fit Brooklyn. Je voulais le voir là-bas. Je l'avais mis plus haut que ça. On en reparlera peut-être après des Français. Ils ont pris Egor Demin, le russe, qui a un meneur arrière qui est bon aussi, mais qui a été pris très grand, un peu haut. Très grand. Ouais, un peu haut par rapport à ce qui était attendu. Tu te dis, bon, allez, ils en ont pris 2, pourquoi pas, allez, comme ça, il y a un peu de concurrence, etc. Derrière, ils prennent Ben Saraf, qui est un joueur que j'aime beaucoup aussi, l'Israélien, qui est un super meneur, qui a une variété de passes grand aussi. créatif, très grand. Ça fait 3 meneurs sur tes 3 de tes 4 premiers pics. Après, Drake Powell, peut-être l'un des meilleurs défenseurs de la draft. C'est un peu, ça pourrait ressembler à ce que les Suns ont fait avec Ryan Dunn l'année dernière, un très très bon défenseur, mais qui, s'il n'est pas particulièrement bien entouré, aura un impact limité. Tu vois, si dans une équipe pas très compétitive, ça changera pas grand-chose. Et le dernier, ils ont pris, je sais plus qu'ils ont pris, Danny Wolf, qui est lui aussi c'est un grand, mais plutôt playmaker. C'est une sorte de point forward. Du coup, j'étais un peu intrigué de voir prendre ces profils-là, alors qu'ils avaient réussi à avoir 5 pics. Tu vois, qu'ils aient pris 2 des 3 meneurs, pourquoi pas. Ces 3-là en même temps, du coup, ça me rassure moins pour Nolan Traoré que ce que j'espérais en voyant arriver là-bas. Bah, à la fois, je pense comme toi, et à la fois, je me dis, mais c'est ça l'avenir, en fait. C'est d'avoir des playmakers grands. Et là, ils ont pris 3 playmakers plus ou moins grands. Nolan Traoré, le plus petit d'entre eux, sachant qu'il est à 6'3", mais c'est un meneur. Donc, 6'3", c'est quoi? C'est un 90. Je vais arrêter de donner les mesures. Et il est explosif. Ça peut être intriguant. Après, voilà, Egor Demin, qui est pris en 8, il était annoncé plus bas. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un sacré reach. Il y a des questions à se poser, c'est clair. Mais pour une équipe qui n'a pas encore de direction, c'est pourquoi pas. Ils vont pouvoir évaluer le talent. Donner des opportunités à tout le monde, voir qui colle le mieux. Parce que finalement, à partir du moment où tu ne draftes pas en 5, est-ce qu'il y a quelle pioche aurait été tu vois, tu peux prendre un autre profil, mais des profils, par exemple, de role player dans une équipe comme Brooklyn, c'est pas nécessairement aussi intéressant. Tu vois, j'essaie de trouver un. D'ailleurs, s'ils avaient vraiment voulu jouer la carte des meneurs ou des arrières à fond, ça me mène moi à un potentiel style. C'est Jacques Ionis, le Lituanien, pris en 20 par Miami. Potentiel belle pioche de la part du 8 d'avoir pris Kasparas Jakusionis. J'avais lu sur X qu'il y a un truc qui m'a fait marrer et qui sera peut-être vrai. Hein. Il y a un mec qui disait c'est probablement le prochain jeune joueur que Pat Riley voudra pas mettre dans le deal pour la prochaine superstar qui voudra être aidé. C'est un éternel recommencement. Tu vois. Non, Jakusionis est bon. Hein. Il a le pedigree Barça. Il a été intéressant à la fac aussi. Mais oui, ça peut être un style en 20. À Miami, il sera bien utilisé. Mais pour revenir à Brooklyn, ce qui peut nous faire être optimiste, c'est que Jordi Fernandez, il connaît les profils internationaux. Et là, avec ceux-là, il y en a peut-être un qui va peut-être pas venir aussi. On ne peut-être pas tous venir cette année. C'est possible. Il y en a qui vont jouer en G-League. Donc, peut-être qu'au bout d'un moment, ils auront chacun leur chance. Brooklyn ne va pas jouer les playoffs cette année. Ils vont peut-être tenter des choses et c'est peut-être intéressant aussi comme ça. En tout cas, bon, je pense que ça peut toujours être intéressant de miser sur des arrières ou des playmakers, en tout cas, qui ont de la taille, même Danny Wolf, etc., qui pleurait d'ailleurs parce qu'il était annoncé plus haut et après, bim, il a été drafté dans la foulée. Donc, je pense qu'il avait peur de descendre jusqu'au second tour. C'est vrai qu'on aurait dû faire les Français d'abord, my bad, mais parlons du coup des Français. On en attendait 5, au final, il y en a eu 3. 3 draftés au premier tour.
Donc, 2 qui devront attendre ce soir. Les 2 en question, c'est Maxime Reynaud et Noah Penda qui n'ont pas été pris au premier tour. Ouais. Alors, en 12, Noah Essengue, premier français drafté. En 17, Johan Beringer par Minnesota. 12, c'était par Chicago pour Essengue. Et donc, Nolan Traoré, on a déjà commencé à en parler. 19 par Brooklyn. On va commencer dans l'ordre. Je propose qu'on commence avec Essengue. Ce qui est marrant, c'est que quand il a été drafté, tu entends un fan qui dit I don't know this guy, who the fuck he is, ou quelque chose comme ça. Et du coup, Noah Essengue, qui était venu exprès d'Allemagne, où il joue les finales avec Ulm contre le Bayern, justement, pour être, j'imagine, dans l'espoir d'être pris dans le top 10. Il était annoncé à un moment du côté de Toronto. Au final, Toronto a préféré miser sur Colin Murray-Boyles et Noah Essengue se retrouve à Chicago. Franchise un peu spéciale, mais où il peut, a priori, prendre la place de Patrick Williams. Le fameux. Alors, là, je suis content parce que, à nouveau dans la mock, je l'avais mis 12e à Chicago, donc c'est que le fit me paraissait bien. Parce que si les Bulls décident enfin à passer un projet qui tourne autour des jeunes, sans la pression de terminer forcément dans les places play-off, play-in, je pense qu'il a des chances d'être bien impliqué dans le projet. C'est un ailier moderne avec des grosses qualités athlétiques, la polyvalence. Les joueurs qu'il prend en référence là dans les interviews post-draft, il cite Siakam, Scottie Barnes, Kawhi. Alors évidemment, s'il a la carrière de Kawhi, c'est incroyable. Mais juste, tu vois, le type de profil qu'il évoque, ça, je trouve ça intéressant, avec cette capacité à être impactant en défense. Je trouve que c'est un bon... ce sont de bons modèles. Et Chicago, s'ils font enfin cette bascule en se disant allez c'est bon les gars, on fait Josh Giddey, les autres jeunes du groupe, Essengue, là son développement va être intéressant, il sera tombé au bon endroit, je pense. En 17 du coup, Beringer du côté de Minnesota, il va pouvoir avoir le mentoring de Rudy Gobert, hein, il joue au même poste, pivot, et j'ai l'impression que les Timberwolves se sont constitués leur axe pick and roll du futur avec Dillingham l'année d'avant, et là Beringer c'est peut-être que dans 5 ans, si tout part en vrille, voilà, on pourra construire autour de ces 2 jeunes, Dillingham et Beringer. Je ne sais pas s'il va beaucoup jouer par contre. Non, je pense qu'il y aura pas mal de c'est une équipe qui va être ambitieuse l'année prochaine, donc à mon avis, il y aura quand même pas mal de G-League, ce qui n'est pas grave. C'est un garçon qui jouait pas du tout au basket il y a 4 ans. Hein. Il a commencé il y a 4 ans le basket de manière organisée, donc c'est encore très brut, mais il y a des qualités incroyables au niveau de la défense, de la dissuasion, protection du cercle. Athlétiquement, c'est très bon. Et puis tu l'as dit, avec Rudy autour, si Rudy reste bien à Minnesota, c'est quand même cool d'avoir un mentor français autour sur ton poste, dont le talent principal reste la défense. C'est plutôt cool comme situation. Traoré, du coup, on en a déjà parlé. Il arrive à Brooklyn. La vraie question pour Traoré, c'est de savoir quelles opportunités il aura. Comme tu l'as dit, il y a de la concurrence. Il faut qu'il puisse se montrer. C'est toujours, je vais me répéter, mais c'est un profil difficile. Le poste de meneur qui a la balle, ou en tout cas de combo guard qui a la balle et qui est censé scorer et créer. Soit tu es très fort et du coup on te donne très vite les cartes en main, soit il faut que tu puisses te trouver d'autres qualités, montrer d'autres choses. A priori, à Brooklyn, il y aura quand même des opportunités d'avoir la balle en main. J'imagine qu'avec Jordi Fernandez, il va en plus pouvoir être bien exploité. Puis il peut se développer dans d'autres rôles aussi en attendant. Mais le fit me semble intéressant quand même. Je pense que parmi les équipes en NBA, ça fait partie de celles où un gars comme Traoré peut avoir des opportunités. Je pense aussi, je l'espère. Je me remets peut-être trop à Jordi Fernandez, mais je pense que c'est un profil qui va lui plaire. Et je pense pas que les 3, soit il y en a peut-être un des 3 qui viendra pas tout de suite. Peut-être Ben Saraf qui joue déjà en Europe. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, s'ils viennent tous, ils auront tous leur chance. Il y a les training camps. Il traîne un peu l'étiquette des fameux meneurs français qui n'ont pas forcément bien marché ces derniers temps, mais moi je crois vachement en lui. Je t'ai dit, je l'avais mis très haut dans la mock draft parce que je pense qu'il a le jeu et le potentiel pour s'affirmer. Je disais la même chose de Killian Hayes, de Frank Ntilikina. C'était pas exactement les mêmes joueurs, hein, pas du tout, mais donc on va espérer à nouveau que ce soit. Moi je pense que Brooklyn, c'est la bonne situation. Après, il faut voir s'il a les opportunités. Du coup, pour Maxime Reynaud et Noah Penda, a priori, ils sont quand même attendus en début de second tour. Donc ce soir, ça ne devrait pas trop tarder pour l'un comme pour l'autre. Il y a une équipe dont je voulais parler, mais je ne sais pas si là-dessus, si tu étais parti, tu allais partir là-dessus. Il y avait Phoenix. Ouais, c'est Phoenix. Mais juste un mot sur les Celtics. Hugo Gonzalez, moi, je trouve ça pas mal, moi. Tu n'en as pas besoin. Il va venir. Il fait, tu vois, il est grand,
c'est l'institution Real. C'est des mecs que tu as un potentiel role player en fait entre tes mains. Tu sais que là, tu joues plus ou moins sans pression la saison à venir, peut-être même celle d'après. Et d'un coup, tu sais, on dit que c'est la 3e année où ces gars-là passent un cap, ou que les rookies passent un cap. 3e année, ça se trouve, il est tout de suite prêt à être un role player dans une équipe qui joue le titre. Donc dans 2 ans, on parle d'un truc dans 2 ans. Et là, tu es avec Tatum, tu es avec White, tu es avec Brown. Donc au final, je me dis que ça peut être pas trop mal pour Boston, qui est en train à la fois de faire des économies et de continuer. À chaque fois, en fait, j'ai l'impression que les Celtics, ça fait 15 ans qu'ils font que des bons choix ou presque. Avec Brad Stevens en GM, il est aussi bon que Brad Stevens en tant que coach. Hein, il fait des choix intéressants. Il est adaptable, il tente des choses. Il est un peu contraint là avec forcément les contraintes financières. Pour Hugo Gonzalez, Stevens a dit après sa draft qu'il allait venir et qu'il comptait sur lui. Qu'il venait cette année, que c'était pas du draft and stash et qu'il était venu et qu'il allait venir pour jouer. C'est un garçon qui a déjà 21 ans, qui a déjà pas mal de saisons en professionnel. Donc je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va le voir. Il va avoir des occasions de se montrer. Exactement, j'allais dire, je suis sûr sur des 10-15 minutes, on va avoir des trucs intéressants chez Gonzalez dès sa première saison. Et dans 2 ans, ça va être un joueur qui peut intégrer le top 8 des Celtics, je ne serais pas surpris. Allez, les Suns, parce qu'au final, il y a eu plein de transferts de piques. Ouais. Les transferts de piques, on en a vu dans tous les sens. D'ailleurs, c'est ridicule. Là, tous les prospects qui arrivent, qui mettent une casquette d'une équipe pour laquelle ils ne vont jamais porter le maillot. Mais bref, il y a quoi, un tiers des piques quasiment qui ont été tradés, hein, sans exagérer. Même peut-être un peu plus. Hein. Même peut-être un peu plus. À partir de la 17e place, quasiment tous les pics, c'est lié à des échanges. Enfin bref. Phoenix est la seule équipe qui a tradé un joueur. Ouais. Enfin, qui a récupéré un joueur, pardon. Les Suns sont allés chercher Mark Williams des Hornets. Donc les Hornets, 5 mois après avoir envoyé Mark Williams aux Lakers, l'avoir récupéré, vu que le deal avait été annulé, avoir dit non, mais nous, on compte sur Mark Williams cette fois-ci. Ils l'ont envoyé à Phoenix. Contre le 29e choix de cette draft, Charlotte a pris Liam McNeely. McNeely, ouais, de UConn. Ouais. Le 29e choix et un premier tour 2029 qui est protégé. Je ne me souviens plus la protection exacte. Mais du coup, on va dire, voilà, 2 pics, un en toute fin de premier tour pour Mark Williams, pivot de 23 ans, très athlétique. Sachant que les Suns aussi, en 10, ont drafté Kaman Malwak, je ne sais pas si je vais bien le dire, le Sud-Soudanais qui jouait aussi à Duke, qui était attendu plus haut et qui est pris en 10 du coup via Houston. Allez, je vais te laisser d'abord dire ce que toi t'en penses. Alors, je vais juste commencer par Malwatch parce que je suis pareil, je me jette un peu des fleurs ce matin, mais dans la mock, je l'avais mis à cet endroit-là parce que je pensais que c'était bien pour les Suns et du coup, je trouve que c'est une très bonne recrue. Il va pouvoir, c'est un poste sur lequel ils étaient déficitaires, clairement, hein, ça leur a posé des problèmes la saison passée. Il fait déjà plein de bonnes choses, son émotion était belle, il était hyper ému, tu vois, tu sens le parcours difficile et je pense qu'il sera très bien. Et rajouter Mark Williams, je trouve que c'est intéressant, c'est un contexte cool aussi, cool. Intéressant pour lui parce que c'est pas les Lakers avec la pression immédiate, c'est une équipe qui est en reconstruction. Lui, il a quand même le challenge de montrer qu'il est médicalement apte à jouer au basket, contrairement à ce qu'ont pu laisser penser les Lakers. Et c'est quand même, le mec, c'est quand même un double-double sur pattes. C'est un type très jeune qui a vraiment des qualités. Il est encore jeune. Il a le pedigree Duke aussi, d'ailleurs. Hein, ça fait un deuxième Dookie avec Malwatch. J'aime plutôt bien ce move. Je trouve c'est assez intéressant et on ne sait pas encore exactement ce que vont faire les Suns, même si on en a une petite idée avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais j'aime la manière dont ils ont rebondi après le trade de KD, prendre Malwatch à ce pic-là, je trouve ça bien. Avoir tenté un move le jour de la draft, c'est bien aussi. Il y a combien de jeunes intérieurs avec les qualités de Mark Williams et les stats théoriques qu'il est capable de faire? Il n'a pas tant que ça, donc je trouve que c'est bien visé. Eh ben, je vais aller complètement dans ton sens, Shai. Je trouve que que Phoenix est en train de faire du bon boulot. Ouais. Alors évidemment, ils partent avec des cartes très particulières, hein, mais il y a un nouveau GM, un nouveau coach, et tu sens qu'il y a directement une volonté d'aller à nouveau vers l'avant. Il y a des choix qui me semblent plutôt intelligents en termes de ce que fait la NBA aujourd'hui. C'était l'équipe la moins athlétique de la ligue et c'est en train de devenir petit à petit l'équipe la plus athlétique de la ligue. Là, ils ont Jalen Green, Malwatch, qui a de la taille aussi. Il manquait de taille. En fait, il manquait de qualités qui sont très importantes aujourd'hui dans le basket moderne.
Malouak Williams, il y aura toujours un pivot qui apporte de la verticalité sur le terrain. Avec Devin Booker et Jalen Green, c'est excellent. Même avec Bradley Beal, si jamais il reste, en sortie de banc, il y aura toujours un mec sur qui s'appuyer pour faire du pick and roll. Il y aura avec Malouak un potentiel protecteur de cercle. Williams, tu l'as dit, c'est un double-double sur patte. Je pense que les Suns, parce qu'ils sont à l'ouest, vont être médiocres. Là, c'est le contre-coup de jouer à l'ouest. À l'est, on verrait cette équipe différemment. En fait, à l'est, là, on verrait tout de suite cette équipe différemment. On se dirait, bah ouais, ils sont meilleurs que les Bulls, quoi. Les Bulls, étaient au play-in, hein. Ils sont meilleurs que les Bulls. Tu vois, voilà, ça va être compliqué à l'ouest, mais ça, petit à petit, ça reprend une forme de direction. Là, maintenant, le Graal pour Phoenix, c'est d'arriver à se débarrasser de Bradley Beal, même via un buyout. Même via un buyout, juste tourner cette page. Mais on voit que ça travaille. On voit que ça travaille. Brian Gregory, il a été nommé GM en mai, début mai. Ça a pas trop traîné. Il s'est déjà passé des choses. Tu vois. Il y a le coach qui est arrivé, Jordan Hott. Je trouve que c'est bien. Il y a les fameuses. Au moins, il y a un peu de visibilité sur ce qu'ils veulent faire. C'est beaucoup moins bouché qu'il y a quelques mois où franchement, c'était l'une des situations les moins enviables de toute la NBA. On a évidemment pas abordé tous les picks. Si vous voulez retrouver tous les picks, c'est disponible sur basketsession.com. Allez, si j'en profite juste un petit truc, les Spurs, en plus d'avoir pris Harper, ont pris Carter Bryant en 14. Et pareil, très bonne pioche. Le mec, aujourd'hui, Carter Bryant, il va pas aider les Spurs des masses, mais on va le voir quand même. Par contre, il a du potentiel et c'est pour ça que malgré, il jouait très peu à Arizona. Il jouait très peu, mais malgré ça, il était annoncé quand même assez haut, souvent dans le top 10, parce qu'il y a un potentiel intéressant. Il faut juste savoir le développer et les Spurs savent développer ce potentiel. Et il a typiquement le potentiel du two-way player. Alors, je sais que toi, tu aurais préféré Edgecombe, par exemple, dans ce truc de two-way player. Mais c'est trop. Mais c'est plus important, je pense, d'avoir un vrai gros playmaker autour de Wembanyama et d'avoir un mec un peu moins fort, parce que Bryant, c'est moins fort que Edgecombe. Mais il va pouvoir assumer le même rôle. Et pareil, si on reste dans l'hypothétique, Harper en vrai two-way player, Wembanyama en superstar, Castle en star two-way player, j'ai pas dit all-star, mais en two-way player star, Carter Bryant en two-way player de qualité, Jeremy Sohan, j'ai même plus, à ce stade, tu vois, tu as Devin Vassell, on en parle même plus, peut-être. Enfin, tu vois, c'est Devin Vassell, il y a un truc aux Spurs qui est très intéressant. Donc, bref, tout ça, tous les pics, et si, autre chose. Portland, pitié, j'en peux plus. Ah, mais je suis pas. J'aimais bien. Pareil, Hansen Young, il était attendu dans les. Un peu plus tôt au deuxième tour ou vraiment fin de premier. Attends, tu viens de dire ça, s'il te plaît, dis à quelle place il est pris. Parce que, attendu au deuxième tour, il est pris à quelle place par Portland? Il est pris en 16, c'est ça? 16e choix. Ouais, mais bon, j'aime bien. Lui, c'est un ovni. Hein, c'est vraiment un ovni, le mec. Hein. Il est gigantesque. Il joue comme un arrière. Il a un côté, il a une personnalité, je trouve, assez sympa aussi. Tu peux te faire des Twin Towers avec Donovan Clingan. Non, mais oui, ça semble un peu haut, mais j'aime plutôt bien le pari, en fait. Ce qui est plus, allez, pas étonnant, mais parce que du coup, les Blazers avaient le 11 et ils l'ont tradé. Ils ont laissé Memphis prendre Cedric Howard, alors ça peut faire partie des styles. Hein. C'est un mec qui a un parcours un peu heurté à la Jimmy Butler et qui a un potentiel de two-way player qui ira très bien, à mon avis, à Memphis. Donc les Blazers se sont dit que ça leur convenait pas et ils ont peut-être raison et ils ont préféré tenter le pari enseignant qui tu verras, on en reparlera, mais je pense que ça peut être sympa quand même. Ok, je veux bien te faire confiance. Alors, je veux bien te croire, mais c'est vrai que ça faisait bizarre un pivot drafté, un reach comme ça, un an après avoir drafté déjà un pivot de 7 pieds. Je m'attendais pas à le voir aussi haut. Hein. Je l'avais mis 29 pour tout te dire à Phoenix parce que je cherchais des intérieurs. Voilà, mais dans la foulée du trade ou avec Jrue Holiday, bon, voilà. Mais je veux bien te croire. Pardon. Bon, bref, tous les pics, c'est sur Basket Session. Un petit mot d'équipe de France, de masculine et féminine. Pour les masculins, Victor Wembanyama, quasiment sûr, forfait pour l'Euro. C'est sûr, la liste est attendue vendredi et il n'est pas dans les 20. On sait qu'il n'est pas dans les 20. Il n'est pas dans les 20, voilà. Pas prêt à reprendre l'entraînement. Il n'a pas encore repris l'entraînement collectif, il n'est pas encore prêt. Donc, il ne sera pas là à l'Euro. Effectivement, on s'en doutait un petit peu. On s'en doutait beaucoup. Evan Fournier aussi est très incertain, apparemment. Ça, c'est un peu plus surprenant en raison d'une douleur à la cheville qui traîne depuis des mois. Ouais, c'est un peu. Je ne savais pas, tu me l'as appris tout à l'heure. Ce serait vraiment dommage. Il est revenu en Europe. Il est en pleine. Il fait une grosse saison quand même avec l'Olympiakos. J'espère qu'il pourra être là parce qu'avec les absents, il n'y a pas Rudy, il n'y a pas Victor.
il faut quand même de l'expérience et un mec comme Evan Fournier sur une compète comme ça, ce serait bien. J'espère qu'il pourra être là. Et pour les filles, on connaît désormais l'adversaire de l'équipe de France féminine, ce sera l'Espagne en demi-finale. Beat Spain. Yes, l'Espagne qui a battu la République tchèque, pardon. Ouais, l'Espagne a eu beaucoup de mal contre la République tchèque. Les Tchèques assez admirables collectivement, qui ont longtemps été devant, qui se sont fait avoir sur les lancers, sur l'expérience tout simplement. C'est un groupe un peu plus jeune que l'Espagne. Le groupe espagnol est assez jeune aussi, hein. Il y a beaucoup moins d'anciennes qu'à l'époque. Il reste toujours une ou deux historiques, mais c'est un groupe aussi qui a été très très rajeuni. Mais oui, donc les Espagnols l'ont emporté un peu sur le fil et à l'expérience. On les retrouvera vendredi, si je ne dis pas de bêtises, à 16h30. C'est ça, 16h30 et à 19h30, il y aura Italie contre la Belgique, grande favorite du tournoi. Donc on se dirige bien vers, on l'espère, ne pas nous porter l'œil. On a perdu tellement de fois contre l'Espagne que voilà. Mais s'il y a une équipe d'Espagne qui est prenable, je pense que c'est celle-là, même si les Bleus ne sont pas au complet. On se dirige vers la souhaitée finale France-Belgique. J'espère que je n'ai pas porté l'œil aux deux équipes. Voilà. On suivra ça. Du coup, c'est vendredi les demi-finales. On va s'arrêter là-dessus. Bonne journée à tous et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao. Ciao, à demain.